tu as mentionné le sentiment de 6 degrés de séparation. Ah oui, ça Est-ce que c'est tu peux me marrant. raconter? Tu disais tout à l'heure aussi qu'en Norvège, c'est petit, tout le monde se connaît. Le réseau, c'est super important pour trouver un travail. Tu vas dans des soirées, il y a toujours quelqu'un qui connaît une copine de ta collègue ou c'est la cousine de machin. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une Il y a connexion. quoi. toujours une connexion. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on dit. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban, Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de sous les aurores. Aujourd'hui, nous recevons 2 invités spéciales. La première, Alba, qui est toujours là, si vous nous regardez en vidéo, qui vient toujours dire bonjour aux invités et demander des caresses. Mais la deuxième et la plus importante, qui nous a rejoint. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles, depuis combien de temps vis-tu en Norvège, dans quel domaine travailles-tu, et si tu peux nous partager un petit culture choc que tu vis au quotidien ou quand tu es arrivé en Norvège. Bonjour, et merci de me recevoir chez vous, hein, c'est super sympa. Je m'appelle Olga Lottington. Je suis arrivée... c'est un peu spécial parce que je suis norvégienne. Mes parents sont norvégiens, mais j'ai grandi en France. Je suis arrivée la première fois en 95. Ça fait 30 ans, bientôt. Et j'étais au lycée français d'Oslo. Ensuite, je suis rentrée en France en 2001 et je suis revenue en Norvège en 2008. Donc maintenant, ça commence à faire aussi quelques temps. Je travaille dans l'IT, disons. Je suis chef de projet dans des projets SAP. Alors moi, quand je suis arrivée en Norvège, bon, évidemment, j'ai quand même de la famille norvégienne, donc j'ai pas eu le grand choc. Et en plus, j'ai commencé dans une école française. Ouais. Donc, peut-être pas le plus grand choc, mais je dirais... surtout en 95, on n'avait pas beaucoup de choix dans les magasins, disons. On ne pouvait pas choisir grand-chose. Je me rappelle les yaourts, par exemple. En France, tu as tout un rayon, rien qu'en yaourt nature. Ouais, En Norvège, tu as un yaourt. Enfin, maintenant, peut-être 2. Donc, le choix, la diversité. Je comprends. Dans tout ce qui était nourriture, surtout à l'époque. Ouais, non, mais déjà, nous, on l'a senti en venant des années plus tard. Donc, j'imagine à cette époque-là... Oui, qu'il y avait encore ça a beaucoup moins changé quand même. Mais c'est vrai, il y a quand même toujours une différence. Hein, et je vois tous mes amis français, à chaque fois, ramènent une tonne de choses de France. Ouais, même du sirop de grenadine. Des trucs un peu improbables. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça a évolué quand même. Et du coup, tu nous disais que tu es norvégienne. Grandi en France, c'était où en France que tu as grandi ? Alors, je suis née à Marseille exactement. Mais j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Cotignac, qui est dans le Var. À peu près 2000 habitants, plus ou moins. J'ai grandi là. Donc au soleil. Au quand soleil. Même. Ça a dû être peut-être aussi un petit choc, ça, en arrivant. La différence d'ensoleillement ? Oui, alors le choc, il arrive un peu plus tard. Parce qu'à un moment donné, j'habitais à Trondheim. Et là, j'ai vraiment senti la différence. Parce que, Trondheim, qui est une ville beaucoup plus au nord. Oui, et là, c'était vraiment un hiver interminable. Ah ouais. Là, j'ai senti que c'était vraiment un peu trop. Même si j'avais été en Norvège plein de fois, en vacances. Donc, je connaissais, je savais comment c'était. Mais c'est vrai que d'y vivre, c'est pas pareil. Mais c'est pas vraiment le temps le froid qui m'a le plus... Peut-être parce qu'aussi, on voyage souvent, régulièrement en France. On va à Nice, on va... Ouais, c'est clair. Tu prends ta petite cure de soleil. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu, du coup, pourquoi tu es revenue en Norvège, déjà, pour le lycée ? Alors, pour le lycée, c'était raison familiale, générale, en fait. Tes parents sont aussi revenus en Norvège ? Mon père était rentré en Norvège, bref. Donc, j'étais au lycée français, parce que mon niveau de norvégien, il était pas... À ce moment-là, il n'était pas encore... Non, mais alors, quand j'étais petite, en France, donc, mon père me parlait en français, alors qu'il est norvégien, hein, mais il me parlait en français, et ma mère me parlait toujours en norvégien. Mais moi, je répondais toujours en français, parce que pour moi, le norvégien, je ne comprenais vraiment pas l'utilité, vu que tous mes amis étaient français, l'école, c'était en français, donc je ne voyais pas du tout pourquoi. Je peux te demander comment ça se fait qu'il avait un si bon français, ton père ? Mon père est traducteur. D'accord, ok. Et donc, il avait étudié à Aix-en-Provence quand il était plus jeune. Il y a des gens très très bien qui ont étudié à Aix-en-Provence autour de cette table. Moi aussi, j'étais au lycée à Aix-en-Provence. Et oui, j'ai vu ça. Elle est trop drôle. Ouais.
Et donc, mon norvégien était vraiment très mauvais quand je suis arrivée. Et en plus, c'était un norvégien à l'ancienne, puisque c'était celui de mes parents et de ma famille. Donc, c'était vraiment pas l'argot ou les mots de jeunes. C'était vraiment... je parlais comme une vieille dame, en fait. Et mon H aspiré était terrible. Donc, je ne savais pas dire et hus, un hest. Je disais... Une maison, un cheval. D'accord. Okay. Voilà. Plus à la française, du coup, à la un française, peu ouais. Et l'intonation aussi. Mais ça, c'est quelque chose, une des choses les plus dures à avoir, c'est la bonne intonation dans les phrases. Même aujourd'hui, alors que j'ai vécu assez longtemps en Norvège, ça m'arrive, si je suis fatiguée, je ne vais pas avoir la bonne intonation. Ouais. Et ça peut être un problème de compréhension pour les autres personnes si tu n'as pas la bonne intonation, non, mais, ou quand même pas on sent qu'il y a comme... mais comment ça se fait? Il y a quelque chose de bizarre. Je décèle dans ton norvégien quelque chose de pas de 100% norvégien. Ok, d'accord. Trop rigolo. Ouais. Oui. Mais bon, ça n'empêche pas de comprendre ce qu'on dit. Okay, mais c'est juste, du coup, on se demande... Mais est-ce qu'elle est qu'est-ce que c'est 98% norvégienne? Voilà. Et comment ça s'est passé, cette première expérience en Norvège? Dans les années 90? Oui. Alors, bon, c'est aussi un autre âge. Non, c'était... moi, je trouvais que... en même temps, c'était l'école française. C'était pas non plus si différent. T'étais contente quand... Oh, sur le moment, non. Ah oui, voilà, quand même. C'est comme tout, quand on veut faire un grand changement, alors que... Toi, t'avais tes amis, voilà. En France, mais bon, en même temps, ça s'est très, très vite fait. Ouais. À l'école française, quand je suis arrivée, c'était tout de suite accueilli à bras ouverts. T'étais en quelle classe, là, du coup? Attends, que je trouve... en première. Première, ok. Oui, donc un âge pas forcément facile pour bouger, parce que oui, comme t'as tous tes amis en général bien établis. Ouais. Mais l'intégration s'est bien faite, et la vie norvégienne, t'as plutôt apprécié? Oui, alors... Les amis que j'avais à l'école française, c'était pas non plus des grands skieurs. C'était pas typiquement norvégien dans un sens. On était un peu entre les deux. Et en fait, ce qui était bien pour moi, parce que même en France, j'étais pas tout à fait française non plus, puisque ma famille était norvégienne. Donc, c'est la première fois où je me retrouvais dans un environnement où les gens sont vraiment comme moi, à moitié français, à moitié norvégien. C'était une bonne expérience. De se sentir... c'était une petite école. Donc, je passais d'un lycée où on était 30 dans la classe, très... où les choses se passaient, c'était assez impersonnel. On était 2000, je crois, aussi au lycée. Oui, c'est un gros lycée. C'est un gros lycée avec tout plein de gens qui venaient de tous les villages aux alentours. À une école où, à l'époque, on était peut-être à peu près comme maintenant, 500, je pense, mais dans la classe, on était, je sais pas, moins une quinzaine. Ouais. Et j'étais en littéraire après, et on était 4. Oui, c'est ça qui était intéressant, c'est parce que dans ton formulaire de préparation, tu parles de l'école... Avec Lucie, on discute souvent avec les invités qui sont régulièrement parents du système norvégien, de l'école française, les plus, un peu les contre. Nous, au final, pour l'instant, nos enfants sont toujours dans le système norvégien, ils sont toutes petites. Et moi, j'ai tendance à voir le système français comme très rigide et quelque part, je dis que j'ai voulu quitter le système, en tout cas travail français, parce que trop lourd, pour venir en Norvège pour avoir un meilleur équilibre de vie. Alors pourquoi choisir de mettre mes enfants dans un système que je trouve plus strict, plus lourd? Mais ce que j'apprends un peu plus au travers de tes réponses, c'est que certes, c'est l'école française, mais tu dis beaucoup plus proche de l'enfant, parce qu'il y a beaucoup moins d'élèves dans la classe, par exemple. Oui. Ouais, c'est pas comme l'école en France. Où on se retrouve à 30, où c'est... Déjà, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'élèves, c'est hyper positif ça, c'est comparé aux écoles. Surtout au niveau... les classes primaires, elles sont assez... il y a beaucoup d'élèves quand même. Moins, je pense, peut-être que dans une école française normale. Ouais. Mais après, plus ça va dans le collège, dans le lycée, et plus les classes sont petites. Donc, ma fille était... russe, c'est aussi quelque chose à connaître, parce que moi j'étais russe aussi quand je suis arrivée. Est-ce que tu peux... alors, quand on dit russe, ce n'est pas qu'elle était russe de Russie avec un accent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors c'est une vieille tradition norvégienne où ceux qui passent leur bac, alors russe c'est un diminutif d'un mot latin, donc je ne sais plus lequel. Les élèves qui passent leur bac fêtent en fait la fin de leur scolarité. Mais ils le font même avant de passer les examens, ce qui est assez bizarre, mais bon. Pour les élèves de l'école française, c'est aussi un peu bizarre, parce qu'ils ont beaucoup de travail, en même temps, ils font quand même bien la fête. Moi, quand j'étais russe en 97,
donc. Ça me fait trop rire. Mais depuis, qu'est-ce que tu es devenue, Olga? Ça s'est très bien passé. Donc nous, on avait un bus à l'époque, rien à voir avec les bus qui se font aujourd'hui. Et donc c'était un bus, on avait un chauffeur de bus aussi qui nous emmenait à Trivon, où il y avait de la musique, on faisait la fête. Et puis, C'est ça, c'est que les élèves achètent un bus, non? Oui, louent alors, un bus. Nous, on avait acheté un bus. Et après, on n'avait pas réussi à le revendre. Ça a été un peu difficile. Ah mince, ouais. Mais oui, on l'avait acheté à la classe d'avant. Ouais. Et donc, et là, Pour faire la fête dedans, du coup. oui. Et bouger autour. Bouger, faire la fête. Après, tu peux inviter des gens d'école et tout ça. Mais et en donc, général, est-ce que tu restes très proche d'Oslo? Tu alors, rayonnes vraiment autour? Nous, on n'est ou... pas parti très loin. Je crois qu'on est allé à Tusenfryd. Ouais, qui est le parc d'attractions, à une demi-heure d'Oslo à peu près. Voilà. Et puis, à part ça, on n'avait pas fait des grandes choses. Mais bon, je crois que les nouvelles générations, ils font beaucoup plus avec leur bus que ce que nous, on faisait. Par contre, une fois, on était venu chercher ma mère à l'aéroport à l'époque, c'était à Fornebu, Oui, avec ok. le bus. Ah, trop drôle. Allez, maman, on t'embarque. Et c'est un bus que vous customisez et tout, Oui, nous, on l'avait peint et je ne sais plus comment on l'avait appelé. Je crois que c'était une époque où il y avait les problèmes avec la vache folle. Je crois qu'on l'avait appelé la vaca loca. Pas mal. Où on avait un système de musique et tout ça, mais bon, c'était pas les sonos qu'on a aujourd'hui. Et comme on pouvait pas bien le fermer, il fallait qu'on dorme à tour de rôle dans le bus. Ah oui. Donc, Est-ce que c'est ça qui a posé problème pour la revente? Non, il y avait plein d'autres choses. Donc, oui. Et donc, maintenant, l'école française, ils n'avaient pas de bus, mais ils avaient un concept. Et ils ont sorti des logos. Et ils ont essayé de voir aussi, de faire plein d'autres choses. Donc, il y a plein d'autres choses autour de ça. C'est un gros business, en fait, en Norvège, entre tout le merchandising, les tenues, les autocollants, les machins. Parce que c'est une tradition qui perdure. Oui. Après, j'ai entendu qu'il y a des rumeurs comme quoi ils voulaient l'arrêter. Parce que... Oui, mais non, mais les bus qu'ils ont aujourd'hui sont beaucoup plus gros et tout. Et ils ont mis aussi les sièges sur les côtés, ce qui est très dangereux, en fait. Et je pense pas qu'il y ait des... ils sont tous debout à faire la fête, donc pour, je crois, 2026, ça va être interdit, ce qui a un gros problème, parce qu'il y a certains élèves qui vont acheter des bus très très chers, qui ne pourront pas les revendre. Et donc, en fait, c'est les parents, en général, qui l'ont acheté. Ou alors, ça fait des années qu'ils travaillent, ou tu sais, à vendre des papiers toilettes et des choses comme ça. Pour se faire le rapport. Ce fameux bus. Est-ce que tu as une idée le coût d'un bus? Mais ça peut aller à des millions. Des millions de NOK. Donc oui. des centaines de milliers d'euros plus ou moins. Partagés par une classe de, je sais pas moi, ils sont peut-être une trentaine, donc ça fait même une grosse somme. Mais ils commencent en général à économiser déjà en seconde. Donc, mais bon. Ils ont 3 ans pour économiser. Mais déjà, il faut savoir, dans t'inquiète quel pas, bus... ça sera arrêté pour nos filles, normalement. Oui. Avant que ça devienne autre chose. Oui, mais c'est vrai qu'autour de tout ça, il y a une grosse pression d'être dans le bon bus. Bien sûr, j'imagine. Parce que... c'est pas juste la tenue pour le bal. Non, parce que c'est pas forcément la classe. C'est pas forcément... Ça peut être des sous-groupes. Ça peut être des groupes dans la classe aussi, selon donc ça peut être le bon groupe. Voilà. Il faut être dans le bus cool. Faut être dans le bus cool. Ça peut aussi être... ça te suit un peu dans la vie après, quoi, parce que si tu étais dans le bus cool, tu vas peut-être aussi garder des amis très cool qui vont avoir des boulots très cool. Non, mais c'est vrai, on parle souvent ici du network norvégien, parce que c'est quand même un petit pays. Oslo, c'est assez petit. Et... c'est vrai que ça, on dit que les gens se connaissent depuis tout petit. D'ailleurs, les Norvégiens qui sont nés ici et qui restent ici. Et ça ne m'étonne pas que les amis du bus restent pour la vie. Et du coup, faut bien choisir ton bus, quoi. C'est ça la morale. Non, mais je pense que ça va peut-être être moins important si... Ça va ça va évoluer sur autre chose, peut-être. Oui. Puis aussi, comme tu dis, le timing. Parce que faire... La fête à fond avant ses examens, c'est délicat. C'est bizarre. C'est incroyable que d'ailleurs les examens se passent bien quand même. Je pense que pour la plupart, ça se passe bien quand même. Ouais. Donc, oui, c'est tellement admis qu'on s'y attend et puis on s'organise en fonction peut-être. C'est vrai que pour nous, parents français, ça serait un peu bizarre que nos enfants fassent la fête avant d'aller passer les examens, quoi. Parce qu'en France, quand on passait le bac, il y avait une grosse fête, mais après. Ouais, quand même. Pour se détendre, quoi. Oui. Mais il y a eu un changement aussi depuis que nous on était, parce que le bac maintenant c'est beaucoup du contrôle continu. Oui. Ça aussi dans le système français, pas que dans le système norvégien. T'as raison. Quelque part il y a un petit peu moins de pression que quand nous on passait le bac. Oui, c'est vrai. Mais quand même,
y a beaucoup C'est d'examens. bien, quoi. punaise, j'ai plein de choses à apprendre en fait. hein. Bah, c'est clair, faut qu'on se mette un peu à la Je page. suis déjà tellement vieux que les choses ont évolué. Ah, mais ça passe vite maintenant. Bah ouais, punaise, incroyable. Et est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu du coup de ton expatriation, ce que tu as fait après le lycée? Alors, après le lycée, je suis partie d'abord étudier à Kristiansand. Ok. Ça se situe où en Norvège? C'est dans le sud de la Norvège. Ouais. C'est tout petit d'ailleurs. C'est une petite ville, mais très sympathique. Et donc, il y a le Høgskolen i Agder là-bas. Enfin, à l'époque, c'était ça. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a C'est peut-être l'équivalent de quoi tu dirais? alors, c'est pas l'université. Ok. Alors, si tu traduis directement, ça veut dire grande école, mais c'est pas une Ouais. grande école C'est- à la française. Je sais pas trop. Peut-être comme un IUT, quelque chose comme ça ou pas non plus? Post-bac, j'ai en pas- tout cas. Ouais, quelque voilà, chose c'est post-bac. post-bac. Ok. Je sais pas exactement comment. Qui est tu pas traduis l'université ça. non C'est plus. pas- Ok. Ok. Et là, j'ai commencé avec du norvégien parce que mon niveau de norvégien, du coup, il n'était pas extraordinaire. Et j'avais donc fait 2 années à l'école française, donc c'était pas beaucoup. Et là, j'ai découvert le nynorsk et plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ah oui. Bokmål, nynorsk Donc en Norvège, on a 2 langues officielles. On en a une qui s'appelle bokmål, qui est en fait dérive du danois plus, et le nynorsk qui date de l'époque où la Norvège s'est plus ou moins devenue indépendante et a créé sa langue. Où Ivar Aasen est parti dans tous les petits patelins norvégiens et a essayé de rassembler toutes les informations pour créer une nouvelle langue, qui est en D'accord. fait pas une nouvelle langue, c'est la langue vraiment des Norvégiens. Il a fait son espéranto de la Norvège. C'est ça. Ouais. Mais qui est plus proche du norvégien parlé dans un peu partout, quoi. Donc c'est vrai que quand on dit à Oslo, on parle plutôt bokmål parce que ça vient de des gens qui ont été à l'école, Ouais. en gros. Ouais. Et dans les campagnes, on parle plus proche du nynorsk. D'accord. D'accord. Et à l'école française, on avait peut-être appris un tout petit peu, mais pas beaucoup. Alors que à Kristiansand, ça faisait partie, c'était un des examens, c'était en nynorsk aussi. Et c'est différent, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de grammaire qui est différente. Les mots sont différents et tout. Ça c'est passé quand même. Une mise à niveau de ce côté-là, Oui, quoi. ça a été, mais c'était intéressant. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et puis après j'ai voulu. J'ai fait ce qu'on fait en Norvège, c'est le X-Phil et X-Fac. C'est un peu la philo qu'on fait au lycée en France. C'est une des matières que tu dois passer à l'université en Norvège. Et là, il y avait une possibilité de faire ça en Grèce. Et là, on est parti avec 50 étudiants norvégiens sur une île grecque pendant l'été. Bah, c'est sympa ça. Moi aussi, je veux faire Oula. des philo. Ça aussi, c'est un petit choc culturel. C'est des Norvégiens en vacances dans le sud qui aiment beaucoup boire beaucoup de bière. Ok. Et les boîtes de nuit grecques qui faisaient du... comment ça s'appelle pas du open bar, mais tu vois, tu payes une entrée, puis c'est pratiquement... T'avais pas mal de conso et tout, quoi. C'était. Ouais. Ah là là, oui. Du coup, tu te rappelles pas beaucoup de la philo. Ah non, mais c'était une belle expérience. Et donc ça a duré, c'était combien de C'était un été. Un été, ça. Oui, ok. j'ai plus, peut-être 1 mois ou quelque chose comme ça. Ok. Et après ça, je suis partie à Trondheim. Donc là, retour plus. Plus au nord. Ouais. Là, c'est NTNU qui est connu plutôt pour ses études techniques. Ouais. Mais moi, j'ai pas vraiment été dans cette voie-là. Moi, Ok. j'ai fait un peu d'autres choses. Je- J'essaie de tester un peu les différentes choses. On parlait justement hier un peu du niveau des universités norvégiennes et si certaines sont reconnues à l'international et tout ça. Je m'y connais pas super bien, mais NTNU, je crois qu'elle est en général, au moins en Norvège, elle est perçue comme une des très bonnes, si ce n'est la meilleure ou... Oui, pour les écoles d'ingénieurs, Pour les écoles d'ingénieurs. c'est la meilleure. Oui. Ok, je ouais. dirais. Et puis après, tu as, je crois, un genre de... quand tu as fini, tu as un genre de... Une chevalière. Oui, enfin, quelque chose qui Ouais. montre que tu as fait ça. Donc, Elle ressemble à quoi? Voilà, c'est discrète en fait, Ok. mais les gens qui savent. Il n'y a pas une petite boule dessus? Si. Ah Si, c'est ça. Punaise, toi, t'as pas ta chevalière. Hein. Ouais. Oh là 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 là, j'ai tellement de trucs à... Oh, à chaque fois qu'on reçoit des invités, je me prends une to-do list. Ah oui, mais bon, faut Ouais. reprendre les études alors. Oh punaise. Eh Ah, ben, mais c'est marrant ça que tout le monde sorte avec une. Parce que ça fait un peu du coup. en France, on a comme quoi, c'est, aux États-Unis, confrérie quoi. Ouais. Ouais. Puis- Je sais pas s'il y a l'équivalent en France. Je sais pas si tu d'une- ressors avec des chevalières, mais tu as ces trucs de... C'est quoi les grosses écoles
où tu es aussi très... Polytechnique. Voilà, ce genre d'école, exactement. Bon, en tout cas, Maintenant, toi, tu sauras es... si tu vois ça, c'est que... Ouais. Voilà, Ils ont fait NTNU. Et donc, toi, tu as fait quoi déjà là-bas, tu as dit? Moi, j'ai fait c'est une époque où je cherchais un petit peu à savoir ce que je voulais faire. Et ça aussi, ça fait partie des choses en Norvège qui sont un peu plus... C'est OK de le faire. Admise. Oui, c'est Ouais. OK. Alors qu'en France, j'ai ensuite compris que normalement, tu as un projet professionnel dès la sortie du lycée. Et ça, pour moi, c'était une grosse découverte. Donc, tu vois, toi, tu apprends des choses là, mais là, ça c'était un choc. Puis aussi parce que mes parents sont norvégiens, donc forcément, eux, ils n'ont pas... Ils t'ont pas inculqué un peu ce ils ont truc pas d'essayer ça. de... Bien sûr. Et donc, moi, j'étais plutôt là à chercher ce que je veux faire, etc. Et puis, au bout d'un an à Trondheim, j'ai senti que je ne pouvais pas vivre dans cette ville. J'aimais beaucoup, c'était une très belle ville. Le milieu étudiant était extraordinaire. Il y a une espèce de grande maison ronde qui est très, très connue, où il y a plein de différentes activités. C'est des associations d'étudiants. Et c'était très vibrant, comme on dit. C'était super sympa. Et après, en été, quand les étudiants partaient, rentraient à leur maison, c'était mort totale. Et l'hiver était absolument trop long. Mais par contre, comme vous vivez ici, c'est pareil, la proximité à la nature. C'est là où j'ai découvert les sorties en ski, comme ça. Tu sors de ton appart d'étudiant, les skis au pied, et tu vas dans la forêt. Ça, c'était quand même extraordinaire. Et ça me fait penser, j'ouvre une parenthèse, est-ce que... donc, tu as vécu en France jusqu'à la première. Oui. Est-ce que tu faisais déjà des allers-retours pour les vacances, par exemple, voir de la famille? Oui, alors on venait toujours en été, assez longtemps. Alors mes deux parents, ils n'avaient pas un travail où ils avaient des heures de bureau, etc. Donc on pouvait partir quand on voulait vraiment, mais bon, on partait en été. Et souvent, on allait ici à Noël, on passait Noël à Lommedalen. Et là, on faisait un peu de ski. D'accord. Mais c'est où? Lommedalen, c'est pas très loin d'ici. Okay. Et de là, on pouvait faire du ski, mais donc à chaque fois, moi, j'avais pas mes propres skis. J'utilisais ceux de ma cousine, qui était nettement plus grande que moi et tout. Et donc, quand t'as pas le bon équipement, le ski de fond, c'est horrible. Ah oui, donc pas de bons souvenirs. Non, de très mauvais souvenirs. Où tu tombes tout le temps. Et voilà, c'est ça. Parce qu'il y a le poids qui compte beaucoup, il y a la flexibilité du ski, il y a plusieurs paramètres. Et puis, du coup, jamais le bon type de cire. Oui. De wax. Ou alors, tu pars en arrière, tu n'arrives jamais à avancer. Les autres, ils sont super loin, toi, tu arrives toujours derrière. Pas une très bonne expérience du ski de fond. Donc, c'est vraiment à Trondheim que j'ai eu une bien meilleure, parce que je me suis acheté ma paire de skis. C'était avec les bons conseils du vendeur, qui d'ailleurs prend les gardes, et ça évolue tellement aussi dans ce niveau-là que mes skis de l'époque, maintenant je m'en suis débarrassée. Ils étaient énormes, super lourds. Alors que maintenant c'est tellement léger. Et à l'époque, je ne savais pas. Nous, c'est vrai que c'était la révélation d'acheter notre matériel de ski de fond. Lucie était déjà très bonne en ski de descente, ski alpin. Moi, bon, des hauts et des bas. Mais on s'est acheté la première année nos skis de fond, sur de bons conseils, comme tu l'as dit. Et ça a été top parce qu'avec déjà des bases de ski, alors c'est différent, mais ça nous a servi à être rapidement autonome, on va dire. Et cette liberté, une fois que tu as tes skis, notamment dans Oslo, c'est ce qu'on connaît, tu prends ton métro, tu vas au bout de la ligne, d'un côté ou au bout d'une ligne de bus, et c'est parti pour skier. Donc t'as connu un peu cette liberté à ce moment-là? Oui, mais là, c'était fantastique, parce qu'on était dans une petite... c'était un truc d'étudiants où on était... c'était juste à côté de la forêt, vu que... Non, mais ça, c'est le paradis, quoi. Génial. Je sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants en France qui font ces activités-là. À Grenoble, oui, voilà, peut-être. dans les montagnes. Ça me fait penser aussi à quand j'ai fait mon échange en Finlande. C'était pareil, où les résidences étudiantes étaient... Tu faisais du ski? Ben non. Mais on était dans la forêt, on était en bordure de forêt, et ce cadre était magnifique. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis dit... il y avait un appel, quoi. Tu vois, ça me parlait beaucoup de mettre les étudiants déjà au vert comme ça. Je trouvais ça génial. Mais il m'a manqué le ski, donc on est au bon endroit. Après, je dis ça, mais moi j'ai quand même étudié à Marseille, au milieu des calanques, à Lumini. C'était aussi pas mal niveau nature. C'était trop beau. Il n'y avait pas la neige, mais c'était aussi hyper beau. Et donc du coup, Trondheim, après, Après, je suis revenue un peu à Oslo, et là, j'ai fait une année où j'ai travaillé un petit peu... comme on dit, vicar, des remplacements, des choses comme ça, un peu comme ça, pendant une année, pardon.
toujours un peu à la recherche de qu'est-ce que je ferais quand je serais grande. Mais je pense que je suis pratiquement grande là. Faut que ça se précise. Et c'est là que j'ai un ami qui m'a vraiment conseillé de me prendre en main et de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Et j'ai postulé. Alors à l'époque, on pouvait postuler en tant qu'étudiant étranger dans des écoles, les grandes écoles françaises. Il y avait 5 écoles à l'époque. Alors je fais tous les 5 du coup. En tant qu'affaire. Allez, on voit si ça mord. Et puis j'ai eu une place, je crois que j'avais eu à l'EM Lyon et à Nice aussi, et puis à l'ESCP. Et du coup, j'ai choisi l'ESCP. Et oui, à Paris, du coup. C'était très bien, j'étais vraiment Ah ouais, contente super du choix, école. c'était super. Et je suis arrivée en 2001 à Paris. Est-ce que tu penses que c'est toujours avec peut-être un diplôme de NTNU? Est-ce que en général, ça t'ouvre les portes aussi de grandes écoles comme ça en France, ou c'est moins vrai aujourd'hui? Tu as une idée? Alors, je ne sais pas exactement, je vois juste par rapport à pour ma fille, qui était à l'école française et qui a fait le Parcoursup comme tous les autres élèves français. Bon, ma fille a des résultats tout à fait convenables, mais bon, ce n'est pas des 19 et des 20, c'est des notes normales. Et donc, pour les grandes écoles, je crois qu'il faut vraiment avoir... faut être, faut être au top. Je sais que les élèves qui ont vraiment de très bonnes notes, ils ont eu des bonnes écoles, mais ils n'ont peut-être pas eu les écoles qu'ils voulaient à la base, parce qu'il y a un genre d'algorithme aussi dans le Parcoursup qui prend le classement de l'école, enfin, plein de choses comme ça en compte. Et tu vois, quand les écoles reçoivent des milliers de candidatures, il y a un gros filtre derrière, quoi. Parcoursup, c'est un peu comme nous pour les places en Barnéhague à la crèche en Norvège. Peut-être. Il y a des logiques, on n'est pas trop au courant. C'est incroyable. Je crois que c'est pas facile de savoir exactement l'algorithme derrière qui fait que ça. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs dedans. Plein de paramètres qui... mais surtout là, en fait, elle reste dans le système français. Elle vient du lycée français, elle va dans le système c'est français. Ça aussi. Mais je me demande, en passant par une université norvégienne, est-ce qu'il n'y a pas des passerelles un peu plus faciles? Je crois que Parce que moi, j'ai fait 2 ans de prépa en France pour avoir le SCP. Bon, je ne l'ai pas eu. Mais ma fille a une amie qui a été à lycée norvégien, je ne sais plus quel lycée, et elle est rentrée à l'ESCP direct. Post-bac après le lycée norvégien. Oui, donc ils ont un bachelor maintenant aussi. Tu vois, c'est super intéressant parce que je me dis, peut-être qu'en tant que, comme tu l'as fait, en tant qu'étudiant étranger, il y a peut-être des passerelles un peu moins compétitives. Bon, alors à l'ESCP, c'était clair que les étudiants étrangers, ils n'avaient pas le même statut que les étudiants qui avaient fait la prépa, etc. Donc bon. Il n'y avait pas de bague. Non, il n'y a pas de bague. Oui, mais bon, après, une fois que tu l'as sur ton CV, qu'est-ce que... L'important dans cette école, c'est aussi de faire les connaissances. Exactement. Et puis après, de décrocher les bons stages et les premiers emplois. Voilà. Donc, bonne expérience à Paris, à l'ESCP. Super. C'était... Donc, l'ESCP, c'est vers République. C'est un quartier aussi qui bouge bien. Moi, j'habitais dans le 13e. Qui n'était pas un quartier qui bougeait autant, mais qui a beaucoup changé depuis. Ça a été un grand changement depuis que je retourne. Bon, on était beaucoup dans le 11e, en fait, quand même, rue Oberkampf. Bref. Ouais, ça n'a pas changé. Ça bouge toujours. Le classique. Même moi qui ne connais pas bien Paris. Tu connais cette rue? Ouais, voilà. Et ça t'a donné envie de rester en France ou Oui, alors à la base, donc, j'ai rencontré aussi le père de mes enfants, que je connaissais déjà, en fait, de même Cotignac, donc c'est une vieille histoire. Donc qui est français? Qui est français, complètement français. Et on vivait ensemble à Paris. À la base, on était vraiment très, très bien. La vie parisienne, elle est excellente. Quand étudiant norvégien, c'est bien parce qu'on a un peu d'argent. On a le Lånekassen qui est assez généreux aussi, qui permet de... Ce sont comme des bourses? Oui, alors les bourses norvégiennes, qui s'appellent Lånekassen, c'est très, très égalitaire, disons, à la base, parce que ça permet à toutes les familles, que tes revenus soient super élevés ou pas, d'étudier absolument où tu veux. L'État norvégien m'a payé les frais de scolarité de l'ESCP, que j'aurais jamais pu payer par moi-même ni ma famille. Incroyable. Oui. Et ça, c'était... Ça, c'est pour tous les Norvégiens? Tous les Norvégiens, oui. Il n'y a pas de... Je me remets la mâchoire en place. Ça a changé un petit peu. Quand moi j'étais, c'était vraiment beaucoup plus facile. Moi, j'ai vu pour ma fille maintenant, il y a des règles un peu plus strictes. Alors, si tu ratais tes examens, ta bourse devenait un prêt. Ah, d'accord. Complètement. Alors donc, quand même, pour te pousser à... parce que sinon, tu pouvais rester étudiant toute ta vie.
Non, il y a une limite. Mais donc, ce qui fait que quand les étudiants norvégiens sortent de leur scolarité, ils sont très endettés déjà à la base. Mais je crois que la dette, ça fait partie un peu de la culture norvégienne. Oui, Mhm. c'est ce que très j'ai différent, compris. Oui. Ouais, Mais bon, c'est un prêt qui est pas très. C'est pas une vraie banque. Donc, si t'arrive quelque chose dans la vie, tu es au chômage ou tu es malade ou quelque chose comme ça, tu C'est peux plus faire souple. une pause. Ok. Et c'est pas une dette qui est aussi héréditaire. Donc, si tu n'es plus de ce monde, c'est pas tes enfants qui vont devoir payer ta dette. D'accord. Et puis, c'est à taux zéro pendant que tu étudies. Et Mhm. quand tu commences à travailler, il y a un taux qui est à peu près le taux du marché. Ok. Mais ça, c'est si tu rates les examens. Oui, mais tu as une partie quand même, Quand même à prêt rembourser. et une partie D'accord. bourse. Ok, d'accord. Ok. Et si Mais tu c'est restes vraiment- habiter chez tes parents, c'est complètement un prêt. Mais si tu pars habiter ailleurs, ça devient une Oui, donc bourse. ils essaient vraiment de faire ça, comme tu dis, égalitaire. Oui. Ouais. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que ceux qui ont vraiment les moyens se font payer les écoles, etc., par Les leurs parents. parents. Et puis, ils investissent l'argent de Lånekassen quelque part et remboursent le prêt immédiatement après. Alors que ceux qui n'avaient pas vraiment les moyens, ils sont vraiment dépendants de cette aide. Ouais. Donc, égalitaire, je ne sais pas trop, mais bon. à la base, L'intention de base, oui, Mm. voilà, c'est ça. Une C'est fois de que plus, tout le ce que les monde gens ait en font, ça va être Oui. différent. Mais ouais. Et donc aujourd'hui, tu dis les règles ont peut-être un peu évolué, mais ça existe toujours. Ça existe toujours. Ouais. Et, bon, c'est peut-être un peu plus strict qu'avant, mais Ok. c'est quand même pour tout le monde. Et ça te donne à peu près 10 000 couronnes par mois, quelque chose comme ça. Donc ma fille a à peu près 10 000 couronnes par mois. Et- Donc avec le taux peu actuel, moins de 1000 peut-être euros. 800, entre 800 et quelques euros. C'est ça, oui, peut-être. Ouais. Mm. C'est pas mal pour un Ouais. étudiant. Ah oui, C'est c'est clair. déjà super. Mm. Et donc les frais de scolarité, souvent totalement couverts par... Ce qui fait que tu es moins dépendant de tes parents. Et c'était Ouais. aussi une des grosses différences entre nous, étudiants norvégiens, dans cette école de SCP, et les autres étudiants qui avaient beaucoup de comptes à rendre à leurs parents, comment ça se passe, etc. Nous, on était libres. Ah ouais. Nous, on avait des comptes à rendre à nous-mêmes, c'est tout. Ah ouais. Oui, ça vous donnait Trop vraiment bien. une indépendance financière. Oui, Est-ce que tu as décidé de travailler, de commencer à travailler en France? oui, au départ, c'était la France. Hein, on devait Mm. habiter en France. Bon, comment dire, on s'est paxé d'ailleurs. Donc on dit mon paxé, je sais pas. Ouais. Oui, on était totalement partis pour la France. Et puis, quand tu vis à Paris, que tous les deux ont un travail à 100%, on était dans l'IT tous les deux. Notre famille n'était pas non plus à Paris, donc c'était un peu comme une expatriation C'est vrai, aussi, ouais. dans un sens. Ouais. Oui, c'était un peu dur, la vie de famille. Et, Donc là, de famille sans enfants ou déjà si, on a eu ma fille en 2006. Voilà, ok. Et c'était vraiment très difficile. Moi, j'étais consultante à l'époque aussi. Ah oui, Donc, en plus, oui. c'était un peu pas évident. C'était des longues journées de travail. Et puis, des fois, tu dois partir par là. Enfin, c'était pas facile. Je pouvais pas trop prévoir ce qui allait se passer. Donc, voilà. Et c'est là où toutes mes amies norvégiennes m'ont dit « Allez, il faut que tu rentres ». Juste un peu par hasard, il y a une entreprise de... Comment ça s'appelle ? Headhunting. Ouais, de chasseur de tête. Chasseur de tête. Je pense que mon CV était disponible quelque part et j'ai été contactée. Et puis, j'ai trouvé un travail à Hacker Solutions à l'époque. Mhm. Donc une Ok. grosse entreprise Oui, norvégienne. dans tout ce qui est dans le pétrole. Enfin, Ouais. pas le pétrole, mais tous les plateformes et tout ce qu'il faut pour aller chercher du pétrole. Et, c'est une entreprise internationale aussi, quand même. Et ils sont à Fornebu, qui est quand même un endroit très, très sympa. Au bord de l'eau. Au bord de à l'eau. Oslo, ouais. Et je me Petite presqu'île. souviens, oui, c'était chouette. Alors moi, quand je travaillais, c'était souvent à la Défense. Je crois que c'est l'endroit le plus déprimant de la planète. C'est clair, un changement de cadre Oh. complet. Où quand tu sors du métro, tout le monde marche au pas dans le costume gris, monte les, tu sais. J'avoue, c'est un bon. Là, s'il y a des gens qui bossent tous les jours à la défense, dans la masse, dans le gris, les bâtiments, le béton, il faut vraiment imaginer une presqu'île au bord de l'eau, en plus en été avec des longues journées et le soleil. C'est Moi, je un peux vous cadre dire, assez moi, je différent. travaillais jusqu'à récemment à Fornebu aussi. Oui. Et c'est vrai qu'on allait parfois sur le rooftop de Oui. l'entreprise. On déjeunait vue sur l'eau avec le soleil, vue sur le fjord. C'était incroyable. Et c'est vrai qu'on travaillait aussi avec la vue sur le fjord, quoi. C'est incroyable comparé. Après, bon, tous les bureaux à Oslo ne sont pas comme ça. Hein, on va pas vendre du Non, rêve. mais il y en a souvent Mais quand il y a même au pas bord mal de l'eau pour les grosses d'entreprises, entreprises. Ouais. Oui. Il y a C'est pas mal bizarre, d'entreprises qui sont à Fornebu notamment, et c'est vrai Oui, que c'est un gros quartier cadre d'affaires. Ouais. hyper joli. Et en plus, maintenant, il va y avoir le métro. Oui. Je ne sais pas s'il est En déjà en fait. 2029, je crois. Quelque chose Ouais, comme ça. voilà. Enfin, ça Pas pour met tout de du suite. temps.
Donc, vous pouvez commencer à vous organiser. Vaut mieux acheter maintenant quand c'est pas encore C'est trop clair. cher. voilà. Quand je suis arrivée, c'était en avril, un des premiers jours de soleil, et tu imagines les Norvégiens qui sortent de leur caverne, c'est un peu... La Renaissance. Ouais. Euh, T'es arrivé au bon moment. Voilà. Pour Ah ouais. l'entretien, en août, on était installés. Trop bien. D'accord, ok. Août 2008. Wow. Là, c'est le retour. Et pour ton conjoint à l'époque, ça a été facile parce qu'il Non, pas du Eh tout. oui, j'imagine. Non, ouais, ça a été j'imagine. très, très difficile. ne parce parlant que, pas norvégien. Voilà, bon, il avait acheté la méthode A6000 Ouais, à Paris, ouais. donc il faisait du A6000 dans le métro. Donc il avait quelques bases, mais bon, peut-être pas assez. Mais peut-être la grosse erreur qu'on ait faite, c'est qu'il y avait un gros changement entre vivre dans le 13e à Paris et là où on est parti habiter, parce qu'on s'est aussi installé vers Fornebu. D'accord. C'est quand même la campagne. Et qui, à ce moment-là, je pense, était encore moins Oui, dynamique que ce que alors, c'est oui, devenu maintenant. Ça a changé depuis. À l'époque, il n'y avait absolument rien. Il y avait un menu, c'est un magasin Un de supermarché, mais il était assez loin, donc on pouvait que y aller en voiture. Moi, à l'époque, je n'avais même pas mon permis. Donc, les seules fois où Daniel était parti en vacances, j'étais à T'étais vélo. à la maison, ouais. J'étais à vélo pour faire les courses et tout. Mais donc, ça m'a bien motivée pour passer mon permis. C'est un avantage. Parce qu'à Paris, il n'y a aucune motivation pour passer son permis, vraiment. Je connais bien ça. Ouais. Je l'ai toujours pas. Et là, c'était un peu trop. La différence entre vivre à Paris, aller au ciné, manger au Ouais. resto. Enfin, Maintenant, avec le recul, Voir tu des dis qu'une copains et transition peut-être dans le centre d'Oslo où Ça aurait c'est plus été un quartier animé. plus dynamique. ouais, ça aurait été beaucoup mieux. Puis, Ouais. pour les amis aussi, c'était pas évident de venir là-bas. Il y avait pas. Maintenant, il y a un bus qui passe toute la nuit, tout ça. Mais Ouais. à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, ceux qui faisaient tout le trajet pour venir nous voir, ils devaient rentrer en taxi. Ça coûtait Ah là très. là, Les une taxis fortune, coûtent ouais. très très cher. Donc, on n'avait pas une vie sociale aussi bien qu'avant. Mm. Donc ça, c'est aussi important quand on s'expatrie en couple, que y en a peut-être un qui doit sacrifier un peu plus que Mm. l'autre. Mm. Parce que, voilà. Mais bon, côté famille, extraordinaire. Le barnhague, La crèche, ouais, ou la le crèche. jardin d'enfants. Voilà. Mhm. Et c'était quelque chose de très, très moderne, parce que le quartier était en train de se construire. À part que c'était très, très moderne et très, très joli, le design, Ouais. c'était un peu en train de se former. Donc, Ouais, c'était ouais. pas non plus très professionnel, mais c'était très... Puis à la j'imagine norvégienne, très les gentil. horaires de travail qui ont dû Oui. changer complètement. drastiquement. Pas Consultante à Paris et passée. Oui, alors il y a eu ça, mais c'est surtout la relation, la hiérarchie qui a été c'était tellement agréable de pouvoir parler, de se sentir pas infantilisé, comment tu dis Infantilisée. Infantilisée. Ouais. Enfin, qu'on te donne des responsabilités tout de suite. Ouais, une confiance. Qui était complètement différente. Mm. Ça, c'était très, très agréable. Ouais. Mon chef, il était suédois, donc il n'était pas complètement norvégien. Mhm. Mais bon, je pense que c'est assez... Ça reste la mentalité nordique. Après, il y a une autre chose, par contre, qui est un peu difficile dans le milieu du travail en Norvège, que je trouvais difficile, c'est qu'il n'y a jamais une décision de prise. Oui. Jamais. Ouais, ça peut être aussi un. On continue de discuter indéfiniment. Il n'y a jamais quelqu'un qui tranche et qui dit maintenant, c'est bon, allez, on y va par là. C'est l'autre C'est un peu côté de la C'est délicat, drôle c'est parce que vrai, c'est un peu mon métier du coup dans, Ah oui D'essayer les d'arriver à entreprises, des décisions. Ouais. ouais, de mettre des process en place pour qu'on arrive à une décision. Et c'est vrai qu'il y a un peu de Il y a le consensus. culture change à faire. ouais. Ouais, non, Donc, je venant comprends. de France, Venant ça, de c'était un France, peu bizarre parce qu'on est habitué à c'est comme ça, point. C'est pas sûr que les gens faisaient. Oui, pour oui, autant, prenez bien l'avis sûr. de tout le monde. Ouais. En Norvège, on a plus tendance à prendre Oui, on vraiment va- l'avis de tout le monde. Oui, on veut que tout le monde soit inclus dans la discussion, etc. Mais en même temps, à un moment donné, il faut bien prendre une Il décision. faut avancer. J'ai l'impression qu'en termes de créativité, quand tu viens en Norvège, c'est bien parce qu'on te donne carte blanche, tu peux sortir toutes sortes de... Enfin, il n'y a pas de mauvaise réponse, tout est OK. Mais pour implémenter quelque chose, c'est beaucoup plus difficile parce que il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais non, mais nous, on ne fait pas comme ça. Il faut convaincre, en fait. C'est ça. Beaucoup plus, ouais. C'est vrai qu'on peut pas. C'est intéressant ce que tu soulèves parce que j'ai l'impression qu'en France, la décision est prise. Tu es d'accord ou pas, il va y avoir. Ça va être l'effet boule de neige, quoi. Tu vas le faire coûte que coûte. En Norvège, la décision est peut-être plus ou moins commune. Elle va finir peut-être à un moment par arriver. Mais ça ne veut pas dire, si tu n'es pas d'accord, tu ne vas pas forcément m'aider à le mettre en place pour autant parce qu'au fond de toi, tu n'y crois pas. Et si j'arrive pas à te convaincre,
ça va pas trop le faire. Il y a peut-être de ça. Ouais. Donc l'installation en Norvège, on comprend que niveau travail, des côtés positifs, des côtés peut-être un peu plus durs à adopter. Et au niveau de la vie de famille, plutôt positif pour l'équilibre, j'imagine, Oui. vie pro, vie perso. Voilà, donc niveau famille, c'était fabuleux. Même si quand on était à Paris, on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait une assistante maternelle qui avait trouvé ça s'appelle la PMI, non? C'est comme ça C'est ça. Qui était fabuleuse. Ouais. Elle était extraordinaire. Elle habitait à 2 rues de chez nous. Et, elle était tunisienne. Le matin, on arrivait, ça sentait le tagine, le couscous. C'était incroyable. Enfin, déjà, ça nous ouvrait l'appétit dès le matin. Et ma fille, elle était toute petite parce que aussi ça... ma fille a commencé chez une assistante maternelle à 4 mois. Et oui, Oui. à la Et fin, j'avais c'est ça. prolongé. C'est normal. Oui. Alors qu'ici, 4 mois... J'entends déjà des mamans qui, au bout d'un an, quand les enfants rentrent à 1 an, disent « c'est quand même trop tôt ». Je vais prendre des congés sans solde parce que 1 an, c'est vraiment tout petit. Je trouve ça trop mignon. Oui, donc il faut vraiment être en confiance quand même quand on dépose son enfant. Ah oui, complètement. Un peu plus tard, parce que j'avais pris 1 mois sans solde. On voit le bébé qui sait même à peine se tourner. Donc qui est vraiment sans défense. Complètement. Et il faut faire confiance à la personne qui va s'occuper. Mais heureusement, tu es tombée sur une bonne personne. On est tombé sur une perle et qu'on va régulièrement revoir aussi. Trop bien. Oui. C'est D'ailleurs, ça me génial. fait penser que je dois envoyer une petite carte. Ouais. Petite dédicace. Alors. Oui. Ouais. Si tu Tata nous Radia. écoutes. Oui. Et c'est marrant aussi parce qu'ils étaient 3 enfants. Il y avait Alexandre, Clémence et Victoria qui étaient chez Tata Radia. Et c'était les 3 un peu... Donc elle gérait ses 4 enfants. Oui, 3 enfants. 3 en et elle tout, avait aussi ses fils à elle qui étaient aussi super sympas. Tout, Donc de la chance au moins de ce donc, côté-là. beaucoup de en chance tout de cas. ce côté-là. Et quand on est arrivé, Victoria, elle était à une crèche qui s'appelait Hunsun. C'est toute moderne, où il y avait une piscine à côté. De l'autre côté, il y a la patinoire. Enfin, c'est un truc énorme. Mais la crèche en elle-même, c'était vraiment très organisé. C'était complètement différent. C'était c'est plus impersonnel. Voilà, c'était pas aussi chaleureux que Tata Radia. Mais c'était très organisé, tout ça. Je ne sais plus si on était là 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Et après, on a décidé qu'on ne pouvait plus vivre si loin de la ville. Donc, on est parti s'installer au centre-ville. Et ce qui était rigolo aussi, peut-être aussi une autre différence culturelle, pour nous, on n'avait aucun capital. Toujours vécu cigale, nous. Ouais. La cigale et la fourmi, ouais. Et donc, on se disait, il faut qu'on trouve une location au centre-ville. Ça serait mieux. On commence à chercher. Et à ce moment-là, c'était la crise financière. Donc, Daniel n'avait pas de travail à l'époque. Donc, on cherche et tout. C'était super difficile de trouver une location pour une famille franco-norvégienne à Oslo. On avait fait plein de choses et ils ont préféré prendre des étudiants qu'une famille norvégienne, franco-norvégienne. Dû à quoi, tu penses? Je ne sais pas exactement. Et là, tu dirais il y a un manque de fonds ou c'était le côté franco-norvégien qui rassurait pas parce que est-ce qu'ils vont repartir? Est-ce que c'était un tout? C'était pas... Non, j'ai pas vraiment trouvé j'ai pas en tout cas, c'était difficile. Exactement. C'était difficile et puis il n'y a pas grand-chose non plus en location. Et puis, comme ça, par hasard, j'appelle la banque pour savoir est-ce qu'il y aurait moyen de quand même avoir un prêt pour acheter quelque chose. En n'y croyant absolument pas parce que venant de France, c'est pas possible. Sans aucun apport ni rien. Vous faites quoi? Vous travaillez dans quoi? Moi, je travaille là, je suis dans l'IT. Et votre conjoint, il fait quoi? Là, pour l'instant, il n'y a pas de travail, mais il fait quoi? Oh, il est dans l'IT. Oh, mais ça va s'arranger, ça! Pardon? Il se trouve que j'ai ma femme conseillère d'orientation et qu'elle va pouvoir lui trouver un job. Super! Alors, la banquière, elle était plus optimiste que nous. Mais j'adore! C'était vachement bien. Donc, elle nous a dit, voilà, on vous propose ça. On a trouvé un appart à Grönland, qui a un quartier un peu... cosmopolite, mais en fait nous ça nous plaisait vachement parce que c'était un peu comme rentrer dans le 13e. On habitait juste à côté, nous, limite entre Tøyen et Grönland. Donc c'était Mutsfellsgata, en bas du jardin botanique. Voilà. On adore. Trop bien. On est des convaincus. Et donc c'est là, on avait un petit appart, tout ça qui était très sympa. Et au niveau social, du coup, toi, tu avais tes amis de l'école française, donc vous avez
Vous aviez déjà un petit réseau. Oui. C'est cool qu'en arrivant. Oui. De ne pas avoir à se faire des amis de zéro. Oui, c'est ça qui est un peu différent peut-être qu'une famille d'expatriés complètement qui connaît personne. Après, il y a tous les amis qu'on se fait par les crèches. Oui. Ouais. Après, à l'école française, toutes les mamans de l'école française, j'ai toujours gardé le contact avec elles. Et donc, même si ma fille elle est 18 ans maintenant, on va plus se voir. Maintenant, ce sont les mamans qui louent un bus et qui vont faire la fête. C'est bon, ils sont assez grands. Ouais. Et à cette époque, est-ce que vous envisagiez de rester en Norvège pour une longue durée ? Au début, non, c'était pas ça le but. Au début, c'était vraiment essayons de passer cette période de la petite enfance et puis après, on rentrera. Et puis bon, les choses de la vie se sont faites, mais moi, personnellement, j'aimerais pas retrouver... j'aime beaucoup rentrer en France en vacances, pas de problème, ça j'adore. D'ailleurs, plus que si je pouvais avoir encore plus de vacances, j'y serais encore plus souvent. Mais par contre, le retourner travailler dans l'IT en France, ça, je pense que c'est pas... J'ai pas vraiment envie. Quoi. Ça serait difficile quoi, de repasser à un autre modèle. Je sais pas, ça a pu changer aussi. Hein, ça commence à faire quelques années. Non, mais ce qu'on entend, je pense que c'est encore des journées quand même très chargées. Oui. Moi, c'est un peu la question que je me pose dans mes débats. Est-ce que si un jour je reviens et que je dois bosser en France, limite, je me sentirais incompétent, mais plus dans le sens où... perte de repères, le volume horaire, comment je ferais pour survivre à une journée de boulot moyenne là-bas et me sentir efficace ou bosser de telle heure à telle heure. Oui. C'est rigolo. Moi, je suis un ancien collègue à moi qui est devenu coach. Donc sur LinkedIn, je vois ce qu'il écrit. Lui en France, du coup ? Lui en France, oui. Et quand je lis ces choses, pour moi, c'est c'est normal, c'est ça. Il faut dormir, il ne faut pas travailler jusqu'à 23h. Bon. Quand on coupe, on coupe. C'est normal, ça. Donc, je ne crois pas que c'est tellement changé que ça. Puis, particulièrement, en tant que femme, je l'ai bien senti quand je suis revenue du congé maternité, qu'il fallait faire les journées normales. Je partais à 18h du bureau et je me prenais des remarques du style... tu prends ton après-midi. Le classique, quoi. C'est vraiment, fou, quoi. Punaise. Et après, c'était 3/4 d'heure de RER, de ligne 14, je sais plus quoi. Puis tu vois pas beaucoup ton bébé au final. Non, j'arrivais à 19h chez la nounou, c'était... Donc je comprends que les petits Parisiens soient fatigués parce que du coup, ils doivent se coucher super tard tout le temps, vu que tu manges tard. En Norvège, tu rentres, il est 5h, tu manges un petit bout, peut-être tu fais même une petite activité après. Oui. Et tu te couches super tôt. Ouais. Et ça permet aux parents d'avoir leur soirée de libre quand oui, même. Oui. Pouvoir faire un podcast, par exemple. Exactement. Là, on parle un peu des aspects, j'imagine, que tu aimes de la Norvège. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimes beaucoup ? Des traditions que tu as adoptées facilement en vivant ici Alors nous, on a toujours fêté le 17 mai. Trop bien. Même en France, on fêtait le 17 mai. On demandait au pâtissier de nous faire un blöt kaka, ce qu'il ne savait pas, mais bon, le pâtissier de Cotignac, il a pris à faire. Tu peux expliquer ce que c'est cette pâtisserie ? Alors, c'est une génoise. Au milieu, tu peux faire, ça dépend des recettes, mais tu mets une genre de crème, une crème chantilly, un peu. Tu peux mettre de la confiture, des fois tu peux mettre des fruits, des framboises ou de la banane même, enfin n'importe. Au-dessus de la génoise, tu vas mettre une couche de pâte d'amande, marzipan, soit comme ça, ou alors tu peux faire avec des myrtilles, enfin bref. Donc c'est un gâteau assez lourd quand même. 17 mai, tu le faisais déjà en France, ça, tu l'as gardé. Bon, j'imagine que... C'était un peu différent, peut-être quand même. On n'était pas en bunad et tout ça, mais bon, c'était festif. Le bunad qui est la tenue norvégienne traditionnelle par région, c'est super. Le 17 mai, on l'a fait plusieurs fois en Norvège, on adore. C'est film d'époque, tu sors, tout le monde est beau, tout le monde est beaucoup sont dans leur... Jusqu'à une certaine heure. Oui, voilà. Nous, avec des jeunes enfants, on voit que le beau. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes particulièrement Je connais surtout la vie à Oslo maintenant. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas toujours, c'est pas pareil partout. Tes parents d'ailleurs à la base sont proches d'Oslo ? Alors, ma maman a grandi sur Ulvøya, mais sa famille, originalement, vient de Drammen. Ulvøya, c'est l'île... Ulvøya, c'est juste sur la route Nordstrand. C'est Malmøya, Ulvøya. Ah oui, d'accord. Oui. C'est là où elle a grandi. Elle était à l'école là quand elle était génial. petite.
Mais après, elle a été un peu partout. Et mes parents se sont rencontrés à Tønsberg. Ok. Donc, ma mère elle était plus mariée au avec sud. son premier mari. Ils habitaient à Åsgårdstrand, qui était la ville de Edvard Munch. Le grand peintre Oui. norvégien. Et puis après, donc, mes parents se sont rencontrés à Tønsberg. Ma mère avait une petite boutique à Tønsberg de vêtements, quoi. Et puis, elle avait aussi dans l'arrière-boutique souvent des amis peintres, poètes, sculpteurs, etc., qui buvaient un peu de vin et discutaient J'adore, qui philosophait, quoi. philosopher derrière, dans l'arrière-boutique. Voilà. Et c'est comme ça que mon papa, qui était poète, est rentré dans l'arrière-boutique et puis a rencontré ma maman. Génial. Ils sont partis en voyage de noces à Cotignac, dans le Var. Et c'est là qu'ils se sont dit, en fait, on va rester. Incroyable. Donc, ils sont retournés chercher les affaires et ils se sont J'adore. installés dans un cabanon, Trop bien. sans eau, sans rien, Wow. dans les La vignes. hutte, le Ouais, petit chalet traditionnel, mais traditionnel chez traditionnel. Ah quoi, oui. parce que. Là, il n'y avait rien du tout. Waouh. Ouais. Mais dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Moi, j'ai pas de bunade pour l'instant, mais ma grand-mère avait un bunade qu'elle avait cousu elle-même, Waouh. qui vient de Westphal. Et c'est ma tante qui va me le donner, là, Ah, Wow, trop pour super. l'année bien. prochaine. Trop Donc, bien. pour la Le première fois de 17 ma mai vie, je vais avoir prochain. un bunade. Tu pourras nous envoyer les photos. Voilà. Trop bien. Mm. Et oui, ça se transmet beaucoup aussi dans la famille. Ou ça dépend. C'est normalement, oui, comme ça. Hein, Ok. Mais bon, ça peut s'acheter aussi. Et tu parlais du coup, donc le 17 mai, tu le faisais déjà en France. Est-ce que tu mangeais déjà des tacos le vendredi soir Non, ça, en on France? Ça, c'est assez la plus récent. tradition, la tradition des tacos. Taco Fredag. Je crois que ça n'existait même pas quand je suis venue dans les années 90. Ouais. Je pense pas que Ah c'était ouais, encore c'est trop. un nouveau ça truc, arrivait, il y a pas. Mais bon, c'est très familial. Oui, Mhm. voilà. Ça fait Du coup, partie tu de l'as C'est pour ça que ça a adopté? dû marcher. Ouais. Mais oui, maintenant, on mange le taco souvent le vendredi soir. Et après, on regarde Nut på Nut. Qu'est-ce que c'est? Bah, C'est une vas-y, dis-nous émission tout. qui passe tous les vendredis depuis des années, Ok. satirique sur l'actualité de la semaine. Ils ont un regard très drôle sur l'actualité de la semaine. D'accord. Et bah, trop bien. Je crois que c'est une des émissions de NRK, donc la Ouais. chaîne nationale, qui reçoit le plus de plaintes. Et Parce oui, j'allais qu'ils y dire, vont un peu fort des j'allais dire, fois. ouais, la satire en Norvège, Ça va un peu faut loin y des aller fois. quand même. Mais c'est Mm. bien, c'est bien, ça bouge un Ouais, peu, quoi. c'est clair. Oui, oui. Ok. Donc il y a de la critique. Oui, oui, Ah ouais. complètement. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'est un peu mélangé, parce que ils ont toujours deux invités, Mhm. et c'est fait comme s'il y a deux équipes, mais tu comprends jamais vraiment pourquoi eux, ils ont un point, mais pas eux. Enfin, c'est pas très clair. D'accord. Et ils ont plusieurs jeux, et ça parle toujours de l'actualité. Tu as eu un deuxième enfant qui est donc né en Norvège. Voilà. Ça a dû être différent aussi, C'était la grossesse en complètement Norvège. différent. Peut-être l'accouchement était différent, puis le congé suivi, maternité ouais. a dû être très, 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 très différent. Oui. Comment tu l'as vécu, cette deuxième expérience? Déjà, il y a le fait déjà que la deuxième expérience, on est un Oui. petit peu Plus confiant. au fait de ce qui va se passer plus ou moins. Donc, sauf qu'on oublie quand même. Hein. Ouais, Je crois c'est qu'il y a vrai. quelque avait chose de combien naturel qui fait qu'on oublie. Il y avait combien d'écart depuis? Il y a pas mal d'années, 5 ans et demi d'écart. Mhm. Ouais, Mhm. en plus du Donc, coup. ouais. La grossesse s'est passée plutôt bien. La seule chose qui était vraiment différente, c'était que c'était l'hiver ici et j'avais très très peur de me casser la figure sur la glace. Mhm. C'est vrai. Donc Un vrai c'est l'année problème, ouais. où je suis allée acheter Les broder, crampons, les ouais. crampons qu'on met sous les chaussures. Et je suis allée, mais comme si c'était, tu sais, la honte. Je suis rentrée dans le magasin de Eh chaussures. oui. Parce que pour les Norvégiens, d'acheter ça, c'est quand tu as 60 ans, c'est Eh pas ouais. avant. Ouais, ouais, tout le monde ouais, arrive ouais. à gérer la glace Mais oui. super En petite bien. converse, Mhm. machin. Ouais. Non. Je suis rentrée dans le magasin de chaussures Toute et j'étais là, honteuse. oh là, vous avez... Les crampons, c'est pour ma grand-mère, mais Moi, pour ça une va, amie. hein, mais- c'est pour une amie, c'est ça. Eh oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est cette année-là que j'ai commencé. Et puis en fait, j'ai découvert, mais c'est génial, Mais oui, mais complètement. Nous, on peut aller où on veut. Nous, on a adopté. On a 60 ans depuis un moment, nous. Et Ouais. surtout là où on vit. Alors, cette année, on disait justement, ça manque pour l'instant de neige et de glace. Mm. Mais l'année dernière, la première hiver ici, crampons, Mm. quoi. Bah, c'est très bien. Ah oui. Donc ça, c'était une grosse différence. Et après, j'avoue que l'accouchement était vraiment très, très différent. Parce qu'en France, ça, c'était péridurale. Il n'y avait même pratiquement aucune question. En Norvège, ils m'ont dit, oui, bon, on va vous en faire une petite... Si, bah, vraiment, si Vous insistez. Vous insistez, mais vous savez, la douleur, c'est bien. Ça fait partie du. Ok. Sûr. Donc, c'était nettement plus douloureux en Norvège qu'en France. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Est-ce que tu as pu aller dans l'hôtel après? Après, j'ai été à l'hôtel, donc peut-être 2 jours, je sais plus, quelque Ouais. chose comme ça.
Non, c'est rigolo parce qu'à l'hôpital Ullevål, l'hôtel, la fenêtre donne sur le cimetière quand même. Eh oui. Oui, c'est vrai, c'est très Je paisible. me rappelle du premier accouchement notamment, c'était au petit matin, neige sur tout le cimetière, mais voilà, tu donnes naissance face à ceux qui ont passé l'arme à gauche. Quoi. Ouais. C'est, Mais paisible, hein. Les Ouais. voisins ne dérangent pas y a beaucoup. pas de problème. On avait pris, je crois, 1 an en tout. Et ce qu'on a fait, c'était un peu différent des Norvégiens. Alors, les règles changent tout le temps en Norvège aussi. Hein. Combien pour le papa, combien pour la maman, et puis combien à partager. Mhm. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait à l'époque, mais en tout cas, moi, j'avais pris le maximum pour moi. Et puis après, la période où on pouvait partager, ce que j'avais fait, c'est que j'avais proposé qu'on fasse 2 semaines plutôt que de laisser Ah, ok. comme ça. Ça permettait aussi d'alléger un petit peu pour tout le monde, quoi, parce que c'était... Mais du Vous coup- alterniez 2 Oui. semaines travaillées, 2 semaines sans travailler. Ouais. Ah ouais, et Ah, la boîte était OK avec Oui, ça. oui, ça faisait partie des choses Ok. que tu pouvais faire. Et c'était pas mal dans un sens, parce que du coup, aussi pour un papa français, voilà. Pour y aller, tu dirais en douceur aussi. Voilà, en pour que ce douceur. soit, Et puis, ouais. Il avait trouvé un travail entre-temps. oui, entre-temps, il avait trouvé un travail. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien de faire comme ça. Pour Mhm. moi, j'avais besoin aussi de retrouver le monde du travail. Alors, en Norvège, tu as aussi ces choses Barselgruppe. Donc, Ouais. Une c'est naissance, organisé ouais. par l'État. Tu te retrouves avec un groupe de mamans qui ont eu des bébés à la Mhm. même époque, enfin la même Ouais. période que toi, dans ton quartier. Et c'était rigolo parce que dans notre groupe, il y avait une humoriste très connue en Norvège. Mais à l'époque, elle n'était pas super connue. Qui s'appelle comment Sigrid Bonde Tusvik. Ok. Ok. Et ben justement, elle faisait une émission à l'époque sur sa vie, sa de parentalité. maman. Ah Et tout ouais. ça. Donc, avant, elle avait fait une émission sur comment rencontrer un amoureux. J'adore. bah oui. Et après, elle avait fait l'émission sur comment c'était d'avoir un bébé. Donc, on avait été dans un trop des bien. épisodes. Ok. On Trop s'était retrouvés bien. au jardin botanique et tout ça. Ah, super. C'est bien si on a beaucoup d'amis qui ont des enfants à la même période et tout ça, de pouvoir prendre le temps et tout ça. Mais si nos amis ils sont occupés à d'autres choses, travailler, etc., les journées sont un peu longues quand même. Complètement. Ça a été vraiment, je trouve, une révélation parce qu'on vend ce truc de c'est merveilleux d'avoir un congé si long. Oui, mais c'est très difficile de s'occuper d'un Et c'est tout fatigant. petit. C'est très fatigant, c'est très, très prenant. C'est vrai que c'était quand même agréable les semaines au travail. Ah ouais, non mais... Non, mais c'est clair C'est que tu te vrai. sens moins fatigué Ah ouais. d'aller au travail. Dans ton formulaire, à un moment, on parlait peut-être des anecdotes amusantes sur ton intégration et tu as mentionné le sentiment de 6 degrés de séparation. Ah oui, ça Est-ce que c'est tu marrant. peux me raconter? Tu disais tout à l'heure aussi qu'en Norvège, c'est petit, tout le monde se connaît, le réseau, c'est super important pour trouver un travail, etc. Tu vas dans des soirées, il y a toujours quelqu'un qui connaît une copine de ta collègue ou c'est la cousine de machin. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une connexion. Il y a quoi. toujours une connexion. Alors, particulièrement dans les soirées où il y a des Français, il y a toujours quelque chose, ça c'est sûr, parce que Ouais, c'est une petite encore plus communauté petit, quand ouais. même. Mais toujours en Norvège, c'est « Ah, mais oui, tu connais un tel alors qu'il pourrait y avoir aucune connexion parce qu'on travaille dans des choses complètement différentes. Et ça, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas Et- à Paris. Ah ouais, et moi, le nombre de fois où il y a des visages que j'ai déjà vus. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on dit, même dans le bus, etc. Et ouais, parce et que ouais. je me souviens d'un travail que j'avais au tout début. J'étais vendeuse de, je sais pas quoi, par téléphone. Ouais, On vendait des contrats d'électricité. ok. Et on nous avait bien dit, surtout, tout ce qui se passe, si vous n'en parlez pas dans le bus. Enfin, c'est pas confidentiel, mais c'est pour la réputation de la boîte, etc. Ce que tu dis dans le bus, ça va être entendu par quelqu'un d'autre qui connaît, qui fait... Et bref. Donc, Ouais. il faut faire extrêmement attention à ce Ouais. qu'on dit dans n'importe quelle situation. Et ça, je m'en rends compte aussi que des fois, il y a des Français dans le bus qui se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le français. Ah ouais, Ils parlent énormément. de hein. choses très personnelles. Et je me dis, j'ai envie de leur dire, Ouais. je pense Sans que tu être devrais franco-norvégien, il y a beaucoup de Norvégiens aussi qui Oui. parlent français. Mhm. Exactement, Au moins ouais, des ouais. bonnes notions. Quoi. Bah, ma mère qui parle pas un mot de français et un anglais assez rustre, on se rend compte avec elle qu'il y a beaucoup de gens qui parlent Ah oui. français parce que du coup on lui répond pousse en un peu français les gens, voilà. Mm. très souvent, donc c'est vrai que c'est un bon conseil pour les gens qui arrivent en Norvège. Même pour nous, je pense qu'au début on faisait pas trop attention quoi. Mm. Et au Mais final, tu disais qu'au départ, c'était pas forcément pour rester vivre en Norvège, c'était surtout pour la petite enfance. Mm. Et finalement, t'es toujours là. Et je suis toujours là.
Comme Et quoi, aussi, le papa de mes enfants est toujours là aussi. Mais Ouais, alors qu'il est français de base. lui, il est français de Et vos base, vies se mais sont établies Oui. ici. Ouais. C'est surtout, je pense, lié à la culture du travail. Et oui. Surtout ça. Après, il y a aussi plein d'autres choses qui sont bien. Et à Oslo, c'est génial. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a absolument tout. Et c'est petit. Et puis, tant qu'on a l'occasion de voyager, c'est toujours la possibilité de partir un peu dans le sud, de reprendre un peu du soleil, etc. Ça, on l'a senti par contre pendant la pandémie, quand on ne pouvait plus du tout voyager. Ouais. La distance était vraiment beaucoup plus longue. Ouais, c'est vrai. Même quand je serai retraitée, parce qu'à la base aussi, retraitée dans le sud, etc. Mais Et maintenant, avec le changement climatique, je ne sais pas si j'ai tellement envie. Ouais, c'est ce En qu'on se hiver, dit, à la nous. limite. En peut-être, hiver, ouais. l'hiver en France et l'été en Norvège. Ouais, c'est ça peut-être. Ouais. Ah bah, Alban dit souvent en blaguant qu'il se considère déjà réfugié climatique parce Ouais. que lui, il supporte pas la chaleur. Ah oui. Il est né dans le sud, mais il supporte pas la chaleur. Mais moi, c'est pareil, mes amis norvégiens qui viennent à Cotignac, ils sont là, oh, c'est agréable. Non, En c'est pas vacances, agréable. ouais, en vacances. Non, mais même en vacances, Ouais, ouais. je dors pas de la nuit. Eh oui, c'est Ouais, ça. ouais. Ou alors, il faut vraiment avoir la piscine la journée et la Ouais. clim le soir. Quoi. Mais la piscine, en pleine journée, quand il fait 42, on peut pas Oui, rester t'es au quand bord de la même, piscine. c'est non plus. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc l'été, dans le sud, tout le monde reste enfermé dans la clim. Génial. On se Donc, barricade ouais. beaucoup. Ouais. Ouais. Ouais, donc à voir pour la À retraite. voir, je suis pas sûre. On verra, oui. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait s'installer en Norvège? Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre le norvégien. Parce que... non, mais on trouve du travail en Norvège, même si on ne parle pas le norvégien, c'est pas le problème. Mais je crois qu'on perd beaucoup du côté social si on n'essaye pas d'apprendre un peu du norvégien. Et après, c'est pour apprendre à passer l'hiver. Parce que, bon, si on fait à la française et qu'on reste à la maison en attendant que ça s'arrange, ben, on va être complètement déprimé, quoi. Ouais. Donc, il faut apprendre à vivre, tu sais, avec... Il n'y a pas de mauvais vêtements. Non, c'est le contraire. Il y a de mauvais temps et que des mauvais vêtements. Donc, il faut s'équiper. Il y a des sous-vêtements en laine qui sont super... qui sauvent la vie, en fait, parce que ça permet de rester dehors et tout, par n'importe quel temps, plus ou moins. Faire des choses dans la nature ou n'importe, même s'il fait nuit, d'aller faire un peu des choses. Ouais. Acheter sa paire de skis. Acheter sa paire de Ce serait skis. pas mal. Mais, Ou la louer, ou faire du l'emprunter. ski après le travail, Ouais. en hiver, c'est génial parce que Ouais. tu as plein de pistes qui sont éclairées. Ouais. Tu as des pistes qui sont pas éclairées, mais si tu sors un jour de pleine lune, etc., c'est magnifique. Tu peux faire du ski jusqu'à une des petites huttes, prendre un dîner où ils font des trucs bien costauds, et tu rentres après avoir génial. mangé dans la forêt. Donc, Ça donne envie. ça, c'est Ouais. super sympa. Faut sortir pendant qu'il fait encore jour, Mm. au Ça, moins ça- 20 minutes par jour. Ouais, c'est vrai. Donc, même quand tu es au travail, au déjeuner, il faut sortir un peu, prendre l'air. Mais je pense que ce qui est important, c'est de... quand on s'expatrie, surtout en couple, c'est de penser qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc, il y en a peut-être un qui sacrifie un peu plus que l'autre. Et il y en a un qui s'éclate plus que l'autre. Et puis, peut-être l'enfant aussi trouve que c'est pas si facile. Moi, ma fille, d'ailleurs, quand elle est arrivée... elle n'était pas contente. Hein, Elle 2 avait ans, quel âge? 2 ans, elle n'était pas contente Et du déjà, ok. Ouais. mais maintenant, elle est très contente. Mais Ouais. à l'époque, ça ne lui plaisait pas de changer tout ça. Donc, c'est un gros changement pour le couple et il ne faut pas sous-estimer, quoi. Donc, Faut se préparer. faut se préparer. Merci Olga d'avoir partagé avec nous ton expérience, ta vie entre la France et la Norvège. C'était super intéressant. Puis je trouve qu'on a encore appris des choses. J'adore. 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 Ouais. Peut-être à très bientôt. Mais oui. Et puis on dit à nos auditeurs aussi à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.